L'implant cochléaire, une solution encore trop méconnue pour les problèmes de surdité. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Christine Poncet, vous êtes chef de service ORL à l'hôpital Rothschild. Isabelle Kaiser-Gruber, vous êtes auteur du récit d'une femme sourde, Entendre d'un regard. À mes côtés aussi, vous l'avez marqué, Chantal Montagu qui va traduire tout ça. Et Daniel Grosse-Ehrenthal, qui est implanté, qui nous a fait la gentillesse de venir aussi sur le plateau aujourd'hui pour témoigner. Alors Isabelle, on va commencer avec vous. Vous avez 61 ans, vous êtes devenue sourde à l'âge de 11 mois suite à un début d'encéphalite. Le traitement vous a sauvé, mais a détruit complètement votre nerf auditif. Et c'est votre papa qui, le premier, a découvert votre surdité. Vous aviez 2 ans. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai eu cette maladie. Et donc j'étais guérie, moi j'allais bien, j'étais souriante, j'étais vivante, j'étais vivace même. Et un jour, c'était un soir, on m'avait raconté une histoire, mais moi les histoires on me les racontait, mais je les comprenais pas puisque je les entendais pas, je percevais pas non plus la colère éventuellement. Et un soir, mon père a effectivement s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et donc du coup, ils se sont retroussés les manches pour que je commence à apprendre à parler. Donc c'est vrai que je peux remercier mon père, hein, parce que c'est lui qui a fait cette découverte. Et vous avez commencé par l'oralisme. Tout de suite, oui. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'oralisme? On va expliquer aux gens. Alors, l'oralisme, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à apprendre à parler en mimant l'articulation, en mimant les mouvements de la bouche. Alors, on est accompagné, hein, effectivement, on apprend progressivement à dire pas, à dire ma, enfin, à apprendre tous les mouvements de bouche, de la langue, et puis également aussi, forcément, il faut faire vibrer ses cordes vocales. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Et puis on apprend aussi à maîtriser progressivement les vibrations que l'on émet, plus ou moins fortes, sous forme de jeu. Alors à l'époque, c'est comme ça que ça se passait, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. On avait également un petit bracelet vibrant. Et donc c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à parler. Et on a mais c'est dur, hein, c'est très dur et très long. On a privilégié cette méthode parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'était plus facile en fait pour votre famille que vous appreniez à parler plutôt que eux apprennent la langue des signes. Et c'était peut-être plus facile aussi pour vous intégrer dans la société. C'est ce que vos parents ont pensé, au moins à une époque? À l'époque, il n'y avait pas de langue des signes. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas d'implant cochléaire, qu'il n'y avait pas d'éducation en langue des signes. Il n'existait que l'éducation oraliste. On est dans les années 60 à ce moment-là. Et ma famille s'est dit que la majorité de la famille, toute la famille était entendante et que donc c'était plutôt à moi d'aller vers eux. Mais personne n'a pensé à la langue des signes à cette époque. Et finalement, alors ça a bien marché puisque vous avez fréquenté des écoles pour malentendants jusqu'à la fin du collège, mais après vous avez été au lycée, vous avez fait une prépa, une école d'ingénieur, et puis vous avez eu une vie tout à fait normale, vous avez passé votre permis de conduire, vous êtes marié, vous avez eu 3 filles, vous faites du sport, enfin bref, une vie tout à fait normale. Et c'est qu'à 38 ans, en fait, que vous découvrez la langue des signes. Alors qu'est-ce que ça a changé, ça ? En fait, j'ai été extrêmement protégée avant toute cette période. J'avais jamais rencontré de sourds. Je n'avais aucun référent sourd auquel me référer, justement. Et donc, effectivement, j'avais fait, moi, des études. Mes parents m'avaient beaucoup protégée. Je faisais du sport, je faisais de l'équitation, je faisais de la voile. Enfin, j'avais une vie heureuse. Moi, je me sentais pas contrainte. Et j'avais été beaucoup aidée, hein, les entendants qui m'entouraient avaient été très très aidants, les sourds l'ont peut-être été presque moins. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, ils ont grandi, tout allait bien. Et puis j'ai rencontré une personne qui pratiquait la langue des signes, qui signait. Et ça a été presque un piège, si je puis dire, parce que moi j'étais au téléphone et cette personne, elle m'a piégée, si vous voulez, en débranchant le téléphone, et moi j'étais comme une bête en train de continuer à parler. Là je me suis dit, ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on dit plus de choses avec les signes? Ou est-ce qu'on dit des choses différemment? Les deux, je dirais que c'est pareil.
la langue des signes, c'est plus confortable. Parce que moi, d'un seul coup, si je retire mes lunettes, lire sur les lèvres, ça devient très compliqué. Et donc, du coup, c'est très angoissant. C'est plus confortable. Je peux suivre des conférences. C'est très fatigant de suivre une conférence en la lisant sur les lèvres et elle est truffée de lacunes. Donc, grâce à la langue des signes, là, j'y ai accès. C'est plus confortable. Docteur Poncet, Isabelle, elle aurait pu bénéficier d'un implant cochléaire? Elle aurait pu bénéficier si sa surdité était survenue aujourd'hui. L'implant cochléaire en France a été vulgarisé à partir des années 90. Donc effectivement, maintenant, on a quand même un bon recul, plus de 28 ans. Mais à l'époque où elle est devenue sourde, probablement pas. Et c'est une des contre-indications de l'implant cochléaire quand on est sourd depuis trop longtemps? Alors voilà, une des contre-indications, c'est qu'effectivement, il y a une durée de privation du cerveau auditif, qui n'entend plus depuis trop longtemps, depuis 20, 30 ans. Et effectivement, c'est une des contre-indications, mais comme le disait Madame, on le fait parfois, par exemple, pour les gens qui deviennent sourds et aveugles. Parce que malheureusement, il y a des maladies qui entraînent une surdité, une cécité. Donc, quel que soit là le degré d'ancienneté de la surdité, on peut être amené à proposer un implant cochléaire. L'implant cochléaire. Alors, on va commencer par dire comment ça marche, la cochlée, avant de parler de l'implant. Comment ça marche? Alors, il faut savoir que le son, c'est les molécules de l'air qui vibrent, donc c'est de la mécanique. Donc l'air, il rentre. Voilà, les molécules rentrent par là, viennent frapper le tympan, qui est une petite peau de tambour que vous voyez là exactement. Ici. Ce qui fait vibrer les trois petits osselets qui sont derrière. Tout ça, c'est dans l'air, tout ça, c'est de la mécanique. Et le dernier osselet, qui est l'étrier, va s'enfoncer dans les liquides de l'oreille interne et va faire bouger une membrane où il y a des cellules, les fameuses cellules ciliées, qui vont transformer l'énergie mécanique du son en signaux électriques. Et hop, tout ça, ça part au cerveau. Et tout ça, ça part au cerveau. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on remplace avec l'implant cochléaire, Alors, justement? Avec l'implant cochléaire, finalement, ce sont les fameuses cellules ciliées qui soit elles sont mortes, soit elles ne savent plus faire leur travail, qui est de transformer cette énergie mécanique en signaux électriques. Donc l'implant cochléaire va délivrer des petits signaux électriques directement au contact des fibres du nerf. L'implant cochléaire, il y a une partie donc qui va être à l'intérieur, donc c'est cette partie-là, par exemple, qui va être à l'intérieur. La feuille de papier, on va dire que c'est la peau. Tout à fait. Hein, c'est ça. Et puis ici, j'ai une partie qui est à l'extérieur. Alors la partie que vous tenez dans la main, là, va prendre le son, va transformer ici. Le son. Voilà. Alors ça peut être ici ou ça peut être comme ça, comme un espèce de petit bouton comme ça, voilà. Ou comme ça. Hein. Donc les gens l'ont à peu près ici. Et ça va prendre le son, le transformer et l'envoyer grâce à l'antenne. C'est ce que vous aviez, ce que vous tenez dans la main, qui va communiquer avec la partie interne, parce qu'à travers la peau, il va y avoir une émission d'ondes qui va être décodée. Et dans cette partie ici, c'est transformé et envoyé directement dans l'oreille interne par ce petit fil. Par ce petit fil. Voilà. Et ça tient, en fait, alors ça, je l'oublie, hein, oui, c'est-à-dire que c'est sous ma peau. C'est sous la peau. Voilà. Il y a un petit aimant, ça tient par un petit aimant. Et le matin, quand je me lève, j'aimante mon truc et puis je mets ça comme un appareil auditif classique. Exactement comme un Donc ça veut dire qu'avec un implant cochléaire, je peux prendre... Vous vivez normalement, vous prenez votre douche, vous prenez les shampoings, tout ça. Normalement, vous l'avez oublié, votre... Je l'ai complètement oublié. Il fait complètement partie de moi-même. Et ça a complètement changé ma vie. Et ça a changé complètement votre vie. Ah oui. Oui. Je n'osais plus sortir. J'avais peur parce que j'entendais pas suffisamment ou j'entendais des bruits que je ne pouvais pas identifier. Et depuis que j'ai l'implant, je dirais que j'ai rajeuni. Oui. Carrément. Vous êtes rayonnante, vous avez rajeuni. C'est une opération lourde, compliquée, ou alors c'est quand même une opération qui est passée dans la routine maintenant? Alors, je ne dirais pas que c'est une opération qui est passée dans la routine, mais c'est une opération qui est bien codifiée. Donc, les services qui sont agréés pour faire cette intervention ont bien l'habitude. Et on peut même le faire en ambulatoire. C'est-à-dire que les patients rentrent le matin à l'hôpital, ils ressortent l'après-midi. En ambulatoire, donc ce n'est pas une opération... c'est pas très lourd. Enfin, très très lourd. On ouais. n'ouvre pas le crâne, on ne fait pas des trucs de... Si. La partie la plus épaisse qui est sous la peau est au-dessus de l'os du crâne. Donc on n'ouvre pas le crâne. On va simplement glisser cette partie-là.
ce n'est pas trop invasif. Ce qu'on va faire attention, c'est de bien rentrer l'implant cochléaire dans la cochlée. C'est ça le geste qui est un peu délicat, qui nécessite d'être fait sous microscope et qui va être fait dans les quelques mois ou années à venir avec un robot. En tout cas, Daniel, vous nous dites que ça vaut le coup. Absolument. L'adaptation, c'est compliqué après ou pas? Non, c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement s'y attacher et faire des exercices tous les jours jusqu'à ce que le cerveau arrive à identifier les sons qui passent par l'implant. C'est remboursé? Alors c'est complètement, tout le matériel est pris complètement en charge, c'est remboursé bien évidemment, le matériel est coûteux. C'est en matériel au jour d'aujourd'hui, c'est 22 500 €, la partie interne plus la partie externe. Tout est pris en charge par la sécurité sociale. Les indications? Les indications, il faut donc il y a pour l'adulte et pour l'enfant. Pour l'adulte, il faut que ça soit quelqu'un qui soit devenu sourd, qui avec 2 prothèses auditives bien réglées n'entend pas plus d'un mot sur 2 à 60 décibels sur une conversation courante, sans lecture labiale, c'est-à-dire sans voir les lèvres de son interlocuteur. C'est ce qu'on appelle un sourd profond quand même. Pas forcément, pas forcément, parce que 60 décibels, ça peut être un sourd sévère avec des troubles de la compréhension. Isabelle, on va finir avec vous. Ce bouquin, vous l'avez écrit pourquoi et pour qui? Il y a plusieurs raisons. D'abord, j'ai voulu rendre hommage à mes parents. C'est vrai que ce livre, il est sorti l'année dernière, en 2017, au moment du décès de mon papa, en juin. Il est sorti avant, hein. Il a eu le temps de le lire, votre père. Il a eu le temps de le lire, effectivement. Il est sorti en mai et lui est décédé en juin. Donc il l'a lu, il a pleuré. C'était quand même un homme un peu sévère. Alors est-ce que, comme tous les papas, j'en sais rien, mais il s'est excusé. Il m'a dit « Je suis désolée, j'ai été peut-être trop dure ». Et je lui ai dit « Non, t'en veux pas. T'en veux pas parce que finalement j'ai pu faire des études, j'ai eu un bon métier, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc voilà, il a pu partir un peu tranquille. Donc c'était la première raison. Et puis je l'ai écrit aussi pour dire aux parents d'enfants sourds qu'il faut peut-être pas se précipiter dans l'implantation. Je dis pas que je suis pour ou contre, hein, mais moi j'ai toujours peur qu'une opération très précoce altère le lien parent-enfant. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut prendre garde, parce que un petit être qui vient de naître, on a plutôt envie de se retrouver en lui. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, en 10 secondes. En 10 secondes, c'est surtout ce qui est important, c'est que l'enfant ne soit pas implanté trop tard. On sait que plus il est implanté tôt, plus il a de chances d'avoir un cursus scolaire tout à fait normal et d'avoir une vie tout à fait normale, ce qui est quand même bien pour un enfant, ce que chaque parent veut pour son enfant. Je vous remercie toutes d'être venues sur le plateau pour témoigner, vous de nous avoir permis de traduire et de comprendre, vous docteur pour vos explications et vous deux pour vos témoignages. Merci, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau numéro.